J'ai plus lu au niveau quantité de livres, mais ça n'a pas été très glorieux. Et c'est pas forcément ce que je cherchais, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais non plus. Peu importe ton passé, l'important c'est l'avenir. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'octobre. J'ai plus lu au niveau quantité de livres, mais ça n'a pas été très glorieux. On va voir ça tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai lu, du coup, j'ai fini au mois d'octobre le tome 9 de Les Chevaliers d'Émeraude. Pour rappel, on suit les Chevaliers d'Émeraude, donc qui sont des chevaliers qui sont entraînés depuis enfants à l'art de la magie et à l'art de la guerre, dans le but de éradiquer l'empereur homme insecte Amécarète, qui est dans un continent à côté. Dans celui-ci, je sais même plus exactement ce qui s'y passe pour tout vous dire. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y a deux nouveaux personnages, on va dire, qui interviennent, un vraiment nouveau et un qui est plus ou moins un retour. J'ai bien aimé l'idée du retour de ce nouveau personnage, enfin nouveau ou ancien. Je suis curieuse de voir l'impact en fait qu'il va avoir, particulièrement sur un personnage, mais même sur l'ambiance en elle-même du groupe de chevaliers. L'autre personnage, je le trouve assez intéressant parce que il est assez ambivalent en fait. On sait pas trop pour le moment s'il est gentil, s'il est méchant, s'il joue un double jeu ou pas, donc je trouve que c'est assez intéressant. Et je trouve que l'autrice arrive vraiment bien à jouer justement avec ça, comme avec un autre personnage dans les tomes précédents où on savait pas trop si on pouvait lui faire confiance ou pas. Ben là, je trouve qu'elle arrive encore une fois à faire en sorte que on l'aime bien, mais il y a ce petit truc qui fait que mais est-ce que... Et je trouve que pour ça, elle le gère vraiment bien. Mais par contre, il y a toujours les mêmes problèmes au niveau des relations. On a des relations qui, au premier regard, youhou, ça y est, c'est les papillons dans le ventre. Ça manque cruellement de développement. Et ça, voilà, je pense que ça ne va pas changer. On est au tome 9. C'est quelque chose qui fait partie de la saga. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur ce tome-ci, parce que j'essaie de ne pas spoiler, quand même, parce que ça reste un tome 9. Même si c'est une vieille saga, on essaie quand même de ne pas spoiler. Mais comme d'habitude, ça n'a pas été une lecture extraordinaire. Il me tarde honnêtement de finir cette lecture commune. Et voilà, j'ai pas trop grand chose de plus à vous dire. Ensuite, j'ai lu la Selkie que j'avais en audio, qui a été en fait un abandon. Dans cette histoire de souvenirs, on suit Brie, je crois qu'elle s'appelle, qui est une Selkie, donc c'est une sorte de phoque humain, donc un peu comme les sirènes, sauf qu'au lieu du poisson, c'est un phoque, c'est assez particulier. Son travail en fait, c'était d'enquêter sur un groupe de personnes, entre autres là pour cette mission-ci, qui aurait une implication avec l'enlèvement de créatures magiques. Je m'en souviens pas de beaucoup plus, parce que j'ai abandonné relativement rapidement, parce que je n'arrivais pas en fait à rentrer dans l'histoire. J'ai réécouté je sais même pas combien de fois les premiers chapitres et j'arrivais tout simplement pas à rentrer dans l'histoire tout simplement, donc je pense que soit c'était pas le moment, soit je vous avoue que l'idée du phoque humain ça m'a un petit peu perturbée, je n'avais pas capté ça au moment de la lecture du résumé, donc ouais je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dedans, j'arrivais pas à être impliquée dans l'histoire. Pourtant très rapidement il y a une scène assez marquante, une scène qui pourrait donner vraiment envie de découvrir la suite, parce que du coup ça pose des problèmes pour notre personnage principal. L'autrice, parce que je crois que c'est une autrice entre autres, elle arrive à faire en sorte qu'on ressente en fait ce que ressent notre personnage principal, on ressent sa colère, on ressent sa frustration, on ressent ses regrets également, mais je sais pas, j'arrivais quand même pas à rentrer dedans, j'arrivais pas à m'attacher au personnage, donc j'ai préféré arrêtez là. Ensuite j'ai lu 1000 femmes blanches, le premier tome donc de la BD. J'ai pas encore lu le roman qui en est tiré, donc je sais pas à quel point ça colle ou pas, mais pour rappel dans cette histoire on est au moment où les Américains ont fait un pacte avec les autochtones d'Amérique. Le pacte en fait c'était que vu que les autochtones d'Amérique, à force de faire la guerre avec les Américains, ils perdaient de plus en plus de population, le pacte c'était que en fait les Américains donnaient des femmes justement aux autochtones d'Amérique pour qu'ils puissent repeupler, et en échange ils donnaient des chevaux, et du coup ça a été 1000 femmes blanches contre 1000 chevaux. C'est un petit peu le plot de ce premier tome. Dans ce premier tome du coup de BD, honnêtement, mis à part la mise en place vraiment de ce pacte, il ne se passe littéralement rien. Donc du coup j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'on rentre un petit peu dans l'histoire, alors que non, c'est vraiment introductif. Mais, parce que j'ai quand même passé un bon moment, mais c'est fait dans la BD en tout cas de manière où on est impliqué grâce à l'histoire d'une femme en particulier, une femme qui subit des atrocités, et du coup je trouve que c'était quand même hyper intéressant de voir son point de vue, sa rage, sa force. Je trouve que c'est un personnage qui m'a plutôt marqué. En plus les planches sont absolument sublimes. Je peux plus vous montrer parce que j'ai plus accès à la BD, mais c'était des planches vraiment sublimes, donc si vous avez l'occasion, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Ça a été une relativement bonne lecture, un petit peu trop introductive à mon goût, mais ça a été une excellente lecture quand même. Ensuite
j'ai lu Le fiancé idéal. C'était un service presse. J'ai malheureusement abandonné à peu près à la moitié. J'ai pas du tout apprécié la plume que j'ai trouvée très très pauvre. Mais je trouve aussi qu'il y avait un problème de traduction. Je sais pas si c'est vraiment ça le problème ou si c'était vraiment juste la plume qui était faite comme ça. Mais je trouvais que par moments, en fait, il y avait des problèmes de cohésion ou de cohérence entre les répliques dans les dialogues. Ça paraissait pas très logique en fait, ça paraissait pas très naturel. Et même au niveau des personnages, je trouvais que leur comportement n'était pas forcément très naturel, très cohérent. Parce que, je vous ai pas fait le résumé, mais dans cette histoire, on suit une jeune fille, je sais plus du tout comment elle s'appelle, Julie je crois, qui en fait, tout se passe bien avec son fiancé. Elle rentre du travail un petit peu en avance et raté, le mari, enfin le fiancé du moins, est en train de coucher avec une autre. Et l'élément un petit peu étrange, c'est que ce fiancé dit qu'il ne la connaît pas. Mais il connaît pas sa fiancée, il ne connaît pas la femme qui l'a découverte en train de coucher avec une autre. Donc c'est assez particulier et on se pose 1000 questions, parce que pour ça c'est bien mené, parce qu'on se pose vraiment 1000 questions, parce que juste après cette scène, ils se font enlever par un groupe de personnes et on se pose mais voilà 1000 questions sur comment ça se fait qu'ils se font enlever, pourquoi lui il fait comme s'il la connaissait pas, est-ce que du coup vraiment il la connaît pas ou est-ce que il fake pour je ne sais trop quelle raison. Et plus on en apprend sur le groupe, plus on se pose des questions, mais malheureusement ça l'a pas du tout fait avec la plume que j'ai trouvé vraiment très pauvre. Puis même il y a eu beaucoup de dialogues qui du coup je trouvais jouer un petit peu sur cette ambiance de peur en fait, tout simplement, particulièrement le comportement des personnages qui je trouvais était, comme je vous ai dit, c'était pas forcément cohérent en fait avec ce qu'ils vivaient. Donc ouais, une petite déception. Ensuite j'ai lu La mutation de l'ours, qui pareil n'a pas été un grand succès. Dans cette histoire, en fait il y a des archéologues qui trouvent un squelette qui étrangement date d'avant les datations en fait de l'arrivée de l'Homo sapiens sur Terre. Du coup il se pose un petit peu des questions mais qu'est-ce que c'est ce squelette en fait? Pourquoi la datation date de carrément avant? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça colle pas avec nos connaissances? Du coup au départ j'ai plutôt bien aimé parce que donc là dans la première partie on est en fait avec une tribu d'autochtones américaines je pense, et on voit vraiment toute leur culture, on voit vraiment leurs croyances etc. Et du coup c'est assez intéressant, même si je vous avoue qu'à ce moment-là je m'étais dit quel est le rapport avec le résumé? Je ne comprends pas ce que je lis. Mais je me suis laissée guider, je me suis dit ok, pourquoi pas, on part sur un truc d'autochtone, pas de soucis, let's go. La deuxième partie, on revient du coup à notre période à nous et on découvre justement le squelette et on commence à comprendre voilà que la date ne correspond pas, etc. Donc c'est beaucoup plus terre à terre. Et la troisième partie, c'est là où à mon sens ça part complètement en vrille, parce que on a une explication qui part un petit peu sur du spirituel, mais avec une construction au niveau des relations qui n'est pas à mon sens bonne du tout, étant donné qu'on a soudainement une relation, enfin pas forcément une relation, mais soudainement des sentiments qui ont été soi-disant super forts, alors que ça ne s'est pas du tout vu dans la partie d'avant. Donc ouais, il y a des choses qui à mon sens collent pas du tout, qui sont pas cohérentes, et puis cette troisième partie partait beaucoup trop loin dans le spirituel et c'est pas forcément ce que je cherchais, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais non plus. Donc ça a été une petite déception. Je pense que ça peut plaire à certains, ceux qui peut-être adhèrent justement à cette spiritualité, ça peut peut-être leur plaire. Personnellement, ça partait trop loin pour moi, tout simplement. Ensuite j'ai lu Apprends à écouter ton cœur, qui a été une lecture assez mitigée. Dans cette histoire on suit je sais plus comment elle s'appelle, mais on suit une jeune fille qui en fait vient de finir ses études de littérature et elle sait pas trop quoi faire. Elle cherche un petit peu, donc du coup elle erre dans Paris jusqu'à ce qu'elle tombe sur une librairie. Elle rentre parce qu'elle aime les bouquins tout simplement, et elle apprend en discutant avec le gérant que en fait il cherche à vendre, et forcément il va y avoir une petite passation avec cette jeune fille. Et toute cette histoire de bibliothèque, de librairie, c'est ce rapport au livre, ça c'était hyper agréable. En tant que lecteur, on aime en fait ce genre d'ambiance où on est au milieu des livres, on est au milieu de toutes ces histoires possibles, donc ça c'était vraiment cool. De voir vraiment l'amour en plus du livre, ça c'était vraiment agréable. Surtout que l'autrice, particulièrement au début, met bien l'ambiance vraiment de la bibliothèque, enfin de la librairie, mais même de Paris. On a une vision de Paris très romantisée. C'est loin d'être le vrai Paris je pense, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est Belle quoi. Belle de La Belle et la Bête, tout se passe bien, Paris est merveilleux. Mais ouais, ça reste du coup très agréable à lire. Mais plus on avance, plus on découvre les personnages et plus on voit qu'en fait ce sont des clichés. Ce sont des clichés, il manque de développement. Et du coup, tout le côté enchanteur, tout le côté qui donne envie en fait de lire, retombe un petit peu comme un soufflet, parce que du coup il n'y a aucune surprise. Franchement, si vous voulez un roman avec lequel vous vous laissez guider, qui est sans prise de tête, parce qu'il n'y a vraiment aucune prise de tête dans ce roman, c'est parfait. Franchement, c'est parfait parce qu'il y a vraiment rien. C'est vraiment une ligne droite, une ligne où il ne se passe rien, mis à part l'intrigue
de la reprise de cette librairie. Et moi j'ai été un petit peu déçue parce que justement je m'attendais à ce qu'il y ait un minimum de challenge, qu'il y ait je sais pas quelque chose, alors que pas spécialement. En plus les personnages, comme je vous ai dit, sont pas forcément développés. Et il y a une relation qui est mise en place qui, ça fait partie des clichés, hein. On la voit mais à des kilomètres venir, et du coup je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que ça enlève un petit peu de magie en fait, de manquer un petit peu de construction comme ça. En même temps le roman est très très court donc ça va également avec, mais voilà, une petite déception. Je vous le conseille, voilà, si vous voulez vraiment un roman sans prise de tête entre deux gros pavés ce sera parfait. Ensuite j'ai lu L'Enfant des rêves, qui est une BD que ma sœur a empruntée. Dans cette histoire on suit une petite fille qui vit avec sa maman seule. Son papa il est parti quand il était encore bébé je crois, et du coup elle commence à se poser des questions en fait sur d'où est-ce qu'elle vient, sur qui est son père par exemple. Et du coup elle va essayer de faire une sorte d'enquête, une sorte de voyage du coup initiatique au milieu de la forêt pour savoir justement ses origines, et c'était franchement plutôt mignon. C'est très 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 linéaire, je pense que c'est pour les enfants, mais les enfants vraiment enfants. Donc c'est très linéaire, il n'y a aucun plot twist, c'est vraiment, elle va discuter avec quelqu'un lui dit d'aller voir quelqu'un lui dit d'aller voir un autre quelqu'un, voilà, c'est très linéaire comme ça, mais ça reste agréable, surtout que les planches encore une fois sont vraiment vraiment belles. Mais j'ai bien aimé quand même la morale finale qui dit qu'en fait peu importe ton passé, l'important c'est l'avenir, l'important c'est de se concentrer sur justement pas qui tu es à l'origine mais qui tu peux devenir. Et du coup je trouve que c'était une plutôt belle façon en fait de montrer les choses, même si la façon dont c'était tourné c'était peut-être un petit peu trop subtil pour que les enfants éventuellement comprennent, parce que la tournure de l'histoire c'était très enfantin, mais du coup la morale ça manquait un petit peu, c'était justement trop subtil pour que les enfants puissent comprendre. Il y a ce petit du coup décalage, mais ça reste quand même une lecture que je pense pas que je retiendrai, mais que j'ai bien aimé découvrir. Ensuite j'ai lu Le Fauteuil Infernal de Isabelle Ekei en auto-édité. C'est un service presse également parce que c'est elle-même qui me l'a envoyé, donc merci à elle si elle passe par là. Dans cette histoire on suit Didier je crois, voilà Didier, qui est handicapé depuis l'âge de 3 ans. Il a eu un problème de santé qui fait que voilà il ne pourra jamais marcher. Et il le vit plutôt mal parce qu'il voit ses frères et sœurs marcher, il voit ses frères et sœurs faire du sport, etc. Et lui il ne peut pas, et du coup ça le frustre. Et on sent tout particulièrement au début toute sa colère, toute sa frustration, et du coup j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop, parce que du coup j'ai eu du mal à m'attacher à lui, parce que même si je comprends sa frustration, même si je comprends sa colère, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop hard en fait. C'était trop par rapport à ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais quand même à un personnage un petit peu pas cliché, mais vous voyez, on voit souvent les personnes handicapées qui, malgré tout, ils ont le sourire, malgré tout, ils ont la bonne humeur. On n'est pas là du tout. Avec Didier, on n'est pas là du tout. Et le gars, il passe son temps à se plaindre, mais littéralement. Et du coup, je trouve que ça le rend pas attachant particulièrement. Enfin moi en tout cas j'ai pas réussi à m'attacher à lui. Et un jour il découvre du coup le basket. Je vous laisse découvrir comment, et bien sûr ça va changer les choses. Alors j'ai bien aimé le fait qu'il change justement, mais j'ai trouvé que ça allait un poilinet trop vite. Il passe un petit peu trop du coq à l'âne on va dire. Ouais, son changement est un peu trop rapide pour que je trouve ça vraiment cohérent, mais c'était plutôt agréable à lire quand même. Il y a juste quelques petits éléments on va dire qui m'ont un petit peu déplu dans les idées véhiculées. La famille particulièrement de Didier que je trouve est pas très scène. Je sais pas si c'est voulu par l'autrice ou pas, mais il y a un problème vraiment dans la famille de Didier qui a un comportement assez malsain. Mais même Didier lui-même, c'est écrit dans le résumé que cette situation le pousse à adopter des comportements dangereux. En effet, c'est vraiment dangereux, et du coup sa famille autour, ils sont pas non plus très très sains. Du coup, il y a ça aussi qui je pense faisait que j'arrivais pas à m'attacher au personnage, parce qu'on était dans une ambiance au début vraiment particulière avec cet enfant en colère, avec ses parents pas forcément très présents, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que j'arrivais pas à m'accrocher. Au final, je suis quand même contente de l'avoir découvert. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Ceux qui veulent lire un petit peu sur le handisport, ou tout simplement sur des personnages handicapés qui sortent un petit peu justement de ce cliché de personnage un petit peu rayonnant malgré le handicap. Ça peut être pas mal, voilà, si vous cherchez. Personnellement, voilà, c'est une lecture un petit peu mitigée, mais ça reste une lecture que je suis contente d'avoir faite, et je remercie bien entendu l'autrice. Ensuite, j'ai lu Quand les anges méritent de mourir. Enfin, j'ai lu. J'ai relativement vite arrêté. C'est une histoire assez particulière, parce qu'on est dans un univers futuriste par rapport à nous, mais dans notre univers quand même, et dans lequel il y a en fait des grands groupes de terroristes qui n'arrivent pas à se faire attraper. Et du coup, quand je vous dis des grands groupes, c'est dans le sens où ils font des dégâts monstres, ils suppriment littéralement des villes entières. Par exemple, je crois qu'il y a Paris qui est tombé, je crois qu'il y a New York, mais quand je vous dis tomber, c'est il n'y a plus personne de vivant dans cette ville-ci, enfin dans ces villes-ci, parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombées. Ce qui est étonnant, c'est que par contre, ils font en sorte que les animaux puissent revenir. Il n'y a pas de dégâts en fait permanents
même les bâtiments je crois restent debout, donc il y a vraiment que les humains en fait qui meurent, et ils n'arrivent pas à attraper justement ces personnes-ci qui se font appeler les anges. Et on suit une jeune fille qui du coup survit en fait à un de ces attentats, et forcément elle est accusée d'être un de ces anges, et là où j'en suis, je dirais qu'elle n'en fait pas partie. Mais voilà, je ne suis qu'au début, et j'ai arrêté en fait parce que même si cette histoire d'attentat m'intrigue, j'aimerais savoir en fait pourquoi ils font ça, comment ils mettent tout ça en place, comment ils font en sorte que les personnages, ceux qui survivent en fait à ces attentats, qui ont fait les attentats, arrivent à survivre, comment c'est possible en fait tout ça. Mais en fait il y a beaucoup trop de violence à mon goût. Pour vous dire, on commence le livre où la personnage se voit les tripes dans les mains. À partir de là, je me suis dit mais... Qu'est-ce que je suis en train de lire? Moi qui n'aime pas voilà, tout ce qui est visuel comme ça, j'ai beaucoup de mal. Parce qu'au contraire, j'arrive vraiment bien à visualiser. Et le problème, c'est que je visualise également la douleur. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis dit au départ que voilà, j'allais essayer d'aller au-delà, parce que des fois c'est juste une scène ou deux et on passe à autre chose. Sauf que là c'est assez récurrent, on y revient assez souvent et c'est toujours aussi gore. Donc c'est pas quelque chose qui m'a plu, c'est pas quelque chose que j'ai apprécié découvrir, et c'est pas quelque chose qui a suffi surtout pour que je puisse vouloir en découvrir plus sur l'histoire. Je sais pas si du coup par la suite va y avoir une explication ou une valeur donnée entre guillemets à cette surenchère à mon sens d'aspect visuel, mais justement je trouve que c'est la surenchère en fait, parce que pour le moment c'était vraiment... Il y avait des scènes entières où c'était que des tripes à l'air, des membres arrachés, que des trucs dignes de saut, et c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose que je veux retrouver en fait dans les livres, donc j'ai préféré m'arrêter là. Je pense que voilà, encore une fois, ça peut plaire à beaucoup de monde. D'ailleurs, j'ai vu des retours sur Livre Addict, je crois, et même sur Audible, où tout le monde avait l'air d'apprécier. Juste, c'est un petit peu trop gore à mon goût. Sur ce, voilà toutes les lectures que j'ai pu faire au mois d'octobre. Comme vous pouvez voir, il y en a pas mal, mais c'est pas forcément de la super qualité. Donc, Inch'Allah, ça ira mieux pour les mois suivants. Au moins, je relis, et ça, c'est déjà pas mal. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, vos meilleures lectures d'octobre, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous, et faites attention à vous.